Bonjour à tous et bienvenue dans Fact Checking, l'émission où les faits comptent plus que les paroles. Se dirige-t-on vers une guerre entre la Turquie et la France? Une question loin d'être aussi saugrenue qu'elle ne l'aurait semblé il y a encore quelques années, tant les relations diplomatiques entre nos deux pays se sont dégradées dernièrement. À un point tel que, le 24 octobre dernier, la France décidait de rappeler son ambassadeur à Ankara, et ce, après que le président turc Recep Tayyip Erdogan ait appelé au boycott de nos entreprises et suggéré au président français Emmanuel Macron de faire examiner sa santé mentale. Ambiance. Dernier épisode en date, le traitement en France de l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty. Une affaire interne dans laquelle le président turc n'hésite pas à s'engouffrer, taxant les autorités françaises d'islamophobie. Que peut-on dire d'un chef d'État qui traite des millions de membres de communautés religieuses différentes dans son pays de cette manière? Allez d'abord faire des examens de santé mentale. La réaction de Paris est immédiate. L'Élysée qualifie ses propos d'inacceptables et rappelle son ambassadeur à Ankara pour consultation. Un acte diplomatique rare. Une crise diplomatique pourtant liée à de simples questions de politique intérieure française, mais qui, comme on va le voir, est loin de constituer un épisode isolé, puisque cet été déjà, la Turquie frôlait l'acte de guerre contre un bateau français en Méditerranée, et que 2 mois plus tard, le président turc promettait à son homologue français qu'il n'avait pas fini d'avoir des ennuis avec lui. C'est la France qui a tué 1 million de personnes en Algérie. C'est la France qui a tué 800 000 personnes au Rwanda. Sachez une chose, vous ne pouvez pas nous donner de leçons d'humanité. Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. Alors comment en sommes-nous arrivés là? Quels événements ont provoqué cette escalade? Jusqu'à quel point exactement tout cela peut-il nous mener? Cette semaine, c'est ce qu'on va chercher à comprendre ensemble en revenant aux sources du conflit et en prenant le temps d'en explorer les divers aspects, qu'ils soient religieux, géopolitiques ou économiques. Alors faut-il craindre une guerre avec la Turquie? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans Fact Checking. Le 25 octobre dernier, Recep Erdogan, président de la République de Turquie, provoquait donc une crise diplomatique en insultant publiquement le chef de l'État français. Auparavant dans la journée, Emmanuel Macron, rendant hommage à Samuel Paty, l'enseignant décapité par un terroriste islamiste, avait affirmé que la France ne renoncerait pas à la liberté d'expression et au droit à la caricature des religions, la notion de blasphème étant tout bonnement extérieure au droit français depuis plus de 140 ans. Une déclaration considérée par M. Erdogan comme une maltraitance de la France envers les musulmans, victime à ses yeux d'une campagne de haine semblable à celle menée contre les Juifs d'Europe avant la Seconde Guerre mondiale. Des accusations graves qui n'allaient être ni les premières ni les dernières. Déjà 3 semaines auparavant, le président turc avait qualifié les annonces d'Emmanuel Macron sur le séparatisme islamiste de provocation à l'encontre des musulmans. Et le 2 novembre, la France était accusée d'attenter à la liberté d'expression et de réunion des ressortissants turcs sur son territoire, situation appelant, selon Erdogan, à des répliques fermes. Pendant tout ce temps, les médias turcs, à commencer par l'agence de presse gouvernementale Anadolu, entretenaient à l'international le récit d'un Recep Erdogan protecteur des Turcs et des musulmans du monde entier face à une France raciste et islamophobe. Bir an önce bünyelerindeki bu İslam düşmanlığı hastalığından Let us not forget that once upon a time in Europe in the 1930s, when fascism, white supremacism, and racism were at an all-time high, there was an anti-Semitic weekly newspaper in Nazi Germany called Der Sturmen, infamous for its caricatures of Jews depicting them as lustful, greedy, hook-nosed people at a time when Jews were victimized and persecuted. Anti-Muslim sentiments seem to be replacing the anti-Semitism of the past, and this is an issue of continental proportions. France and Charlie Hebdo aren't alone in this anti-Muslim drama. There are other lead roles popping up all over Europe's liberal union. Une campagne de lynchage semblable à celle contre les Juifs d'Europe avant la Deuxième Guerre mondiale est en train d'être menée contre les musulmans. On ne va pas traiter ici du sérieux de ces accusations, du caractère douteux des comparaisons historiques ou de la légitimité du régime turc à s'ériger en défenseur des libertés. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ce qui, en revanche, peut sembler étonnant, c'est l'intérêt porté par Erdogan à des sujets de politique intérieure qui ne concernent au final que les personnes vivant sur le territoire français et certainement pas la Turquie.
Alors faut-il y voir une réelle intransigeance dans la défense des musulmans du monde entier? Eh bien il est fortement permis d'en douter quand on regarde par exemple l'attitude d'Erdogan vis-à-vis de la Chine. Alors que le pays est soupçonné par la communauté internationale de génocide contre les Ouïghours, une minorité musulmane pourtant turcophone, le régime d'Ankara n'hésite pas à faire mine d'ignorer la situation, voire à livrer des réfugiés ouïghours à la Chine, le tout pour ne pas froisser un partenaire commercial. Difficile dès lors de voir autre chose que de l'hypocrisie dans l'attitude d'un Erdogan volant au secours des Français de confession musulmane. Si l'on songe, par exemple, que s'il y a aujourd'hui des musulmans persécutés dans le monde, c'est bien en Chine, où le gouvernement chinois aurait interné 1 million de Ouïghours qui sont aussi turcophones, donc ce sont des cousins ethniques des Turcs. Et là, on n'a pas entendu Erdogan monter au créneau pour dénoncer la répression de Pékin, que la France et les États-Unis, eux, condamnent. Ce sont des images qui rappellent les pires moments du siècle dernier. Des hommes aux yeux bandés, les mains attachées, maintenus à terre à proximité immédiate d'un train. Des clichés pris dans le Xinjiang, une région de Chine où Pékin est soupçonné de se livrer à des persécutions de masse sur la minorité musulmane turcophone. Nous demandons tout simplement à ce que la Chine permette l'accès des observateurs indépendants internationaux dans cette zone et qu'elle permette aussi à la haute commissaire aux droits de l'homme de visiter le Xinjiang en toute liberté. A new report has come out. It extensively documents the innovative ways through which Turkey extradites Uyghurs. First, it identifies them, then it sends them to a third country, and from there China takes over and secures their extradition. The Telegraph found that several Uyghurs were sent to countries like Tajikistan. Les deux dirigeants ont discuté de la manière de travailler ensemble pour maintenir la paix et la stabilité au Moyen-Orient et gérer les défis que rencontre le commerce international. Erdogan a fait part du soutien de la Turquie à la souveraineté de la Chine. Nous ne permettrons jamais la désintégration et la fragmentation de la Chine. Nous nous efforçons de maintenir notre relation avec intégrité. Les deux dirigeants souhaitent renforcer leurs liens, notamment dans le domaine de la coopération économique. Une campagne de lynchage semblable à celle contre les Juifs d'Europe avant la Deuxième Guerre mondiale est en train d'être menée contre les musulmans. Et en fait, dans un contexte normal, on pourrait presque s'amuser de cette prise de position grandiloquente. Le problème, c'est que dans un contexte de terrorisme islamiste récurrent, ce type de déclaration, propre à jeter de l'huile sur le feu et à inciter les plus fanatiques à passer à l'acte, constitue une réelle mise en danger pour les personnes vivant sur notre territoire, y compris d'ailleurs pour les personnes de confession musulmane. Alors Erdogan est-il juste irresponsable? Non. Si la géopolitique nous apprend quelque chose, c'est que si les conflits, les tensions internationales, les déclarations guerrières sont souvent justifiées dans les discours par de grands principes comme la liberté, la démocratie ou la tolérance, dans les faits, ce sont souvent des intérêts bien plus matériels qui en sont la cause, qu'il s'agisse des intérêts des nations ou des intérêts de leurs dirigeants, lesquels se confondent souvent dans l'esprit de ces derniers. Et en l'occurrence, si Erdogan a choisi de s'en prendre à la France, c'est que deux décisions de politique intérieure française ne font clairement pas du tout ses affaires. La première, c'est l'annonce par Emmanuel Macron de la fin des imams détachés. Nous avons décidé de mettre fin à ce système, de manière totalement apaisée, avec les pays d'origine. En France, dans le cadre d'accords bilatéraux, quelques 300 imams et prédicateurs musulmans sont en réalité aujourd'hui salariés envoyés par d'autres États. Un dispositif qui prendra fin en 2024. Or, le premier pays pourvoyeur d'imams détachés, aujourd'hui, c'est la Turquie, qui en gère plus de la moitié par le biais de la DİTİB, l'Union des affaires culturelles turco-islamiques, une émanation du ministère des Affaires religieuses turques. Et si le gouvernement turc finance ce dispositif, c'est qu'il y trouve plusieurs intérêts. Un intérêt religieux, on y reviendra, mais aussi un intérêt politique direct, puisque ces imams, payés par le régime, exercent une influence morale sur l'importante diaspora turque établie en France, près de 700 000 personnes, qui depuis 2014 peuvent participer à distance aux élections turques. Dès lors, l'influence sur cette diaspora est devenue un enjeu politique pour Erdogan et pour son parti, l'AKP, Parti de la Justice et du Développement, dans la perspective des présidentielles de 2023. La Turquie, depuis des années, essaie de prendre contrôle
de l'islam de France. À un moment, un citoyen d'origine turque était le président du CFCM. Parallèlement, les Turcs se sont beaucoup rapprochés des frères musulmans. Et dans le cadre de cette alliance, l'idée, c'était même de prendre le contrôle, pas uniquement des communautés turques, qui sont quand même des puissances électorales extérieures très utiles pour Erdogan. Vous savez que les Turcs à l'étranger votent plus Erdogan que les Turcs en Turquie. Donc c'est quand même une puissance électorale importante. Et dans ce contexte, Erdogan essayait de distiller un sentiment communautariste, turc et islamiste en même temps, qui était de plus en plus en conflit avec les valeurs de la France, notamment les enseignements dans les écoles dirigées par des Turcs en France. On apprend que le génocide arménien n'a pas existé, on apprend des visions du monde, de l'histoire très nationaliste turque, révisionniste. Si vous voulez, il y a une radicalisation de l'islam turc à l'étranger, pas uniquement en France, en Allemagne, dans toute l'Europe, parce que Erdogan tient à ce que les Turcs ne s'intègrent pas. Il a dit que l'intégration était un crime contre l'humanité. Mais cette influence sur les Turcs de France, Erdogan et sa coalition l'a développée aussi au sein des associations turques, par une présence militante, politique, faisant parfois la chasse aux oppositions et soutenant en toutes circonstances le pouvoir en place. Ces dernières années, cet activisme a notamment été le fait des loups gris, un groupe paramilitaire historiquement inspiré par le fascisme et lié au MHP, le parti d'action nationaliste, allié d'Erdogan à la tête de la Turquie. Mais fin octobre, les loups gris ont poussé le bouchon un peu loin en organisant de violentes actions anti-arméniennes dans les rues de Lyon et de Dijon. Une tentative d'importer la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, alliés des Turcs, sur notre territoire, qui a poussé le gouvernement français à prononcer leur dissolution. Dans son combat pour contrôler les Turcs de France, ces deux décisions ont donc constitué deux revers pour Erdogan. Et pourtant, l'essentiel ne semble pas ici. C'est que plus profondément, le président turc a aujourd'hui un intérêt stratégique particulier à s'affirmer à la fois en défenseur de l'islam et en père d'une nation conquérante face à un Occident qui ne comprendrait que la force, et ce à la fois auprès de son propre peuple et auprès de l'ensemble du monde arabo-musulman. Et pour en comprendre la raison, il faut revenir sur deux choses, d'ailleurs en partie liées: le conflit interne qui traverse aujourd'hui le monde islamique et l'histoire de la Turquie. Onların tankları, füzeleri, topları, uzaylara giden şusu busu her şey olabilir. Teknoloji olarak her şey olabilir. Olsun be. Bizim Allah'ımız var. Olaya böyle bakacağız. Olaya böyle bakacağız. Ve böyle yürüyeceğiz. Biz Türkiye olarak yalnız kalsak da üzerimizde düşeni yapacağız. Çünkü biz şunu biliyoruz. Biz şunu biliyoruz. La galibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur. Aujourd'hui, on a parfois tendance, en Occident, à considérer le monde arabo-musulman comme un bloc homogène, porteur d'une même vision politico-religieuse du monde et défendant des intérêts communs. Mais en réalité, rien n'est plus faux. Sans même parler de l'islam chiite iranien, l'islam sunnite est aujourd'hui profondément divisé et plusieurs conceptions s'affrontent, portées par des théologiens, des groupes politiques et des États en concurrence, voire en guerre les uns contre les autres, chacun cherchant à unifier l'islam derrière lui. Et dans cette lutte pour la conquête de l'hégémonie en terre d'islam, la Turquie d'Erdogan est aujourd'hui aux premières loges, avec un discours loin d'être uniquement victimaire, mais qui est aussi guerrier, conquérant, avec énormément de références à l'histoire glorieuse de la Turquie et avant elle de l'Empire ottoman. Pour rappel, au XVIe siècle, à son apogée, l'Empire ottoman constituait le phare du monde musulman. Il s'étendait de la Hongrie à l'Algérie, en passant par la Grèce et le Golfe Persique, et dominait l'ensemble de la Méditerranée orientale. Une emprise acquise par la conquête, a commencé par la prise de Constantinople, l'actuel Istanbul, par les troupes du calife Mehmed II en 1453, consacrant la chute définitive de l'Empire byzantin. Par la suite, l'Empire ottoman connaît un long déclin, jusqu'à ce que, allié de l'Allemagne, il soit disloqué au sortir de la Première Guerre mondiale. Un nationalisme turc se développe alors, et en 1923, Mustafa Kemal Atatürk, héros national, parvient à chasser les Occidentaux et à fonder la Turquie moderne, consacrée par le traité de Lausanne et dont il devient le premier président. De cette nostalgie impériale qu'il insuffle à ses compatriotes, Erdogan a su faire un argument électoral et une arme diplomatique. Bakınız bugün biz Suriye deyince, Irak deyince, Kırım deyince, Batı Trakya deyince,
Bosna deyince birileri sanki uzaydan gelmiş gibi yüzümüze bakıyor. Halbuki bugün başka dünyalardan bahseder gibi sözünü ettiğimiz bu coğrafyalar bizim canımızın birer parçasıdır. D'un côté, on a l'islam conquérant de l'Empire ottoman et de Mehmed II, et de l'autre, le nationalisme d'Atatürk. C'est sur la référence constante à ces deux modèles qu'Erdogan a construit sa légitimité auprès des Turcs dans une idéologie que l'on a appelée synthèse turco-islamique. Et c'est à travers ce prisme que nombre des actes d'Erdogan prennent sens. On va prendre un exemple avec une décision qui a été pas mal commentée dans les médias sans être toujours totalement comprise. Cette décision, c'est celle, le 24 juillet dernier, de retransformer Sainte-Sophie en mosquée et d'y organiser en sa présence la première prière musulmane depuis sa transformation en musée il y a 86 ans. Pour ceux qui ne savent pas, Sainte-Sophie, c'est une ancienne basilique monumentale, vestige de l'époque byzantine, devenue une mosquée après la prise de Constantinople par les Ottomans et considérée depuis comme un des joyaux du patrimoine mondial. Pour Erdogan, cette transformation, c'est un symbole extrêmement fort à plusieurs niveaux. Déjà, c'est un rappel de la première conversion de la basilique en mosquée, qui le place dans les pas de Mehmed II, et qui rappelle que l'islam s'étend par la conquête. À cette fin, le prêche du 24 juillet a d'ailleurs été effectué avec en main un sabre rappelant les conquêtes ottomanes. Mais la date n'est pas choisie au hasard non plus, puisque le 24 juillet, c'est l'anniversaire du traité de Lausanne, et donc de la libération du pays de la domination occidentale par Atatürk. Mais c'est également, juste avant le pèlerinage à la Mecque, un pèlerinage cette année considérablement réduit pour cause de Covid-19, un moyen pour Erdogan de diffuser dans l'ensemble du monde arabe des images bien plus spectaculaires que celles de la mosquée Al-Haram de la Mecque, et de montrer que si le berceau de l'islam est bien en Arabie Saoudite, le concurrent wahhabite, son cœur vivant et dynamique, lui, se trouve bel et bien dans cette Turquie néo-ottomane qu'il dirige. Et on arrive là au vrai gros problème qui nous occupe, c'est que cette synthèse turco-islamique, mélange d'exaltation religieuse et nationaliste, ne s'incarne pas juste dans des symboles et des discours. La vision qui en découle sert à légitimer une politique où les intérêts de la Turquie se confondent avec un accroissement de son influence dans le monde, notamment au prix de la déstabilisation de pays voisins, et par une expansion territoriale, y compris par la voie militaire. Une politique sur laquelle, n'étant pas le gendarme du monde, on n'aurait d'ailleurs pas à se prononcer si elle ne présentait pas, par bien des aspects, une menace pour la France, pour ses intérêts dans le monde, voire pour l'intégrité de ses ressortissants, ou pour ceux de ses alliés et partenaires dans le concert des nations. Là-dessus, le premier exemple qui vient en tête est sans doute celui de l'attitude du pays en Syrie. Dès le début des années 2010, au nom de sa vision de l'islam, la Turquie d'Erdogan a soutenu les groupes rebelles islamistes dans leur guerre contre Bachar el-Assad, groupe dont seront par la suite issus le gros des troupes de Daesh, l'État islamique. Et jusque-là, on est mal placé pour dire quoi que ce soit, vu que la France a fait exactement pareil. Mais en 2014, la proclamation par Daesh de son califat islamique a changé la donne dans la région, et tous les protagonistes du conflit se sont plus ou moins tournés contre cet ennemi commun. Pourquoi plus ou moins? Parce que la Turquie, elle, a joué un jeu bien plus trouble. Au premier rang de la lutte contre Daesh, on trouvait les troupes des YPG, des unités de protection du peuple, une milice kurde traditionnellement alliée syrien des indépendantistes kurdes en Turquie. Pour éviter qu'une victoire des milices kurdes ne renforce l'indépendantisme dans son propre pays, Erdogan n'a pas hésité, sous couvert de lutte contre le terrorisme, à bombarder les YPG alors même que ces derniers servaient de rempart contre Daesh. De cette manière, la Turquie, pour des questions d'intérêts territoriaux, a délibérément affaibli le dispositif antiterroriste en Syrie, menaçant ainsi l'intégrité des peuples concernés, directement ou non d'ailleurs, par le conflit. Aujourd'hui, on est en train d'abandonner le sort de ceux qui ont été le premier rempart contre les djihadistes de Daesh. On est en train de les abandonner à Erdogan et à ses milices qui sont elles-mêmes composées de djihadistes. Donc c'est un comble. L'État islamique, EI, les forces de Daesh, certes, elles ont été non pas anéanties, mais décomposées, vaincues dans cette région, donc en Syrie du Nord comme en Irak. Elles ont été vaincus, mais n'ont pas disparu. Les gens sont toujours là. Certains sont en fuite, certains sont emprisonnés dans des camps de prisonniers, donc notamment dans ce territoire détenu par les Kurdes. Ils sont donc pas anéantis. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, tous ces prisonniers, et là on parle de plusieurs milliers de prisonniers djihadistes qui sont donc dans des camps de prisonniers tenus par les Kurdes de Syrie, eh bien, si ces Kurdes ont à se battre
contre les forces turques et leurs supplétifs, ils ne pourront pas en même temps garder les camps de prisonniers. Donc on peut craindre qu'ils s'échappent, se réorganisent et donc commettent, pourquoi pas, de nouveaux attentats, aussi bien dans cette région qu'en Europe et particulièrement en France. Mais depuis, les interventions extérieures d'Erdogan, destinées à accroître son influence, notamment sur les anciens territoires ottomans, ne semblent pas s'être calmées. Dernier épisode en date, son soutien à l'Azerbaïdjan, ancienne république soviétique à majorité musulmane, dans sa guerre contre les indépendantistes arméniens du Haut-Karabagh. Dans cette guerre, les maîtres d'Ankara n'ont pas hésité non seulement à apporter un soutien matériel, mais aussi à organiser le transfert sur le terrain de djihadistes syriens, se rendant ainsi complices de crimes de guerre, d'exactions et de destruction de patrimoine. Une réalité sur laquelle les pays alliés des Arméniens ont pour la plupart préféré fermer les yeux, ce qui, en donnant à Erdogan un sentiment d'impunité, risque fort de créer un précédent regrettable. Disposons d'informations aujourd'hui, de manière certaine, qui indiquent que des combattants syriens ont quitté le théâtre d'opération, des combattants de groupes djihadistes, en transitant par Gaziantep pour rejoindre ce théâtre d'opération du Haut-Karabagh. C'est un fait très grave, nouveau, qui change aussi la donne. Mais depuis 2019, Erdogan intervient aussi dans les affaires internes de la Libye, en proie à une guerre civile depuis la chute de Kadhafi, où il a pris fait et cause pour le pouvoir islamiste en place dans sa guerre civile l'opposant aux troupes du maréchal Haftar. Ayez à l'esprit que s'il n'y avait pas eu le maréchal Haftar en 2014 pour aller conquérir Benghazi et reconquérir la Cyrénaïque, aujourd'hui la Libye serait un califat islamique, aux portes de l'Europe. On parle de la Syrie, mais là nous sommes aux portes de l'Europe. Et avec la frontière avec l'Algérie, avec l'Égypte. Vous imaginez l'embrasement que cela aurait provoqué? Nous avons donné, et nous continuerons à donner, toutes les formes de soutien au gouvernement de Tripoli, qui lutte contre un général putschiste soutenu par les pays arabes et les Européens. Un soutien diplomatique, financier et militaire au pouvoir islamiste en place, qui a permis à ce dernier de reprendre le dessus sur la rébellion. Un soutien qui assure à Erdogan la loyauté absolue d'un État, servant de porte d'entrée aussi bien vers l'Afrique que vers l'Europe, et surtout qui lui garantit un soutien dans la réalisation de sa principale ambition territoriale, le contrôle retrouvé sur la Méditerranée orientale et la mainmise sur les richesses de ses sous-sols, notamment de ses gisements gaziers. Et cette ambition-là, c'est celle qui est réellement au cœur de l'expansionnisme turc, au point qu'elle a même été théorisée, érigée en doctrine officielle sous le nom de patrie bleue. L'idée étant de présenter la Turquie avant tout comme une nation maritime, dont la défense et le développement des intérêts passent par la mer. Et dans cette optique, il s'agit avant tout d'élargir sa zone économique exclusive en s'accaparant les eaux appartenant aujourd'hui à la Grèce et à Chypre, deux pays membres de l'Union européenne. Et pour atteindre cet objectif, la Turquie n'a pas hésité à ajouter aux menaces contre la Grèce le véritable viol de son intégrité territoriale, de son espace aérien déjà, survolé par des avions de combat F-16, mais aussi par l'envoi d'un bateau de recherche dans sa zone économique, chargé de préparer un éventuel forage et escorté par des navires de guerre. Face à cette escalade et à l'éventualité d'un débarquement turc, qui constituerait pour le coup une déclaration de guerre, la Grèce se tient prête et a effectué des manœuvres militaires à ses frontières et dans ses îles, avec notamment le soutien matériel de la France, décidé pour le coup à ne pas abandonner son allié européen. Nous devons, nous Européens, être clairs et fermes avec, non pas la Turquie comme nation ou comme peuple, mais avec le gouvernement du président Erdogan, qui aujourd'hui a des comportements inadmissibles. Notre volonté, c'est d'éviter toute escalade. Mais éviter l'escalade ne doit pas signifier la passivité ou l'acceptation. Les prétentions territoriales turques s'inscrivent dans une politique stratégique poursuivie depuis plusieurs années qui porte le nom de Mavi Vatan, c'est-à-dire la patrie bleue. Son objectif, faire de la Turquie une puissance navale de premier plan. L'architecte de la patrie bleue, c'est lui. Cem Gürdenis, un contre-amiral de la marine turque, tour à tour limogé puis réhabilité par Erdogan. Pour lui, la République turque est victime de l'impérialisme occidental et seule la puissance navale serait à même de garantir sa survie. Fin août, le président turc Recep Tayyip Erdogan
avait assuré que la Turquie n'allait pas se dérober devant le combat et qu'elle était prête à sacrifier des martyrs. Il y a un siècle, nous les avons bien enfouis sous terre, nous les avons rejetés à la mer, affirme-t-il ce jour-là. Erdogan avait aussi qualifié les Grecs de pirates et de bandits. Récemment, cette vidéo de propagande du pouvoir turc a donné le ton. Sur ses intentions en Méditerranée orientale, le message semble clair. Et c'est évidemment cette situation qui pèse lourd dans nos relations diplomatiques, bien plus en fait que les bravades d'Erdogan sur les questions de politique intérieure française. D'autant qu'en juin, déjà, un grave incident avait failli opposer la France et la Turquie en Méditerranée, cette fois sur le dossier libyen. Une frégate française, le Courbet, chargée de contrôler le trafic d'armes en direction de la Libye dans le cadre de l'OTAN, s'était alors vu menacée de tir par un navire militaire turc. Et ce, alors même que le gouvernement d'Ankara, lui aussi membre de l'OTAN, est très fortement soupçonné d'être à la manœuvre dans ces livraisons d'armes illégales au pouvoir islamiste. Alors bien sûr, tout cela semble dessiner un tableau particulièrement préoccupant, et pourtant la plupart des puissances occidentales ne semblent pas particulièrement pressées de mettre un terme à l'expansionnisme d'Erdogan, quand bien même celui-ci représenterait une menace pour eux. On pense ici à l'OTAN qui se contente de fermer les yeux. Il sera intéressant d'ailleurs à ce sujet de voir quelle sera l'attitude du nouveau président américain Joe Biden une fois entré en fonction, mais aussi à l'Union européenne dont deux des membres, la Grèce et Chypre, sont pourtant soumis à une intense pression militaire de la part d'Ankara. Alors pourquoi l'UE ne semble guère décidée à réagir quand bien même son intégrité territoriale se retrouve menacée? C'est qu'en réalité la Turquie a en Europe un allié de poids. Cet allié, c'est l'Allemagne, partenaire historique de la Turquie depuis la fin du XIXe siècle, y compris au cours des deux guerres mondiales d'ailleurs. Une Allemagne qui, aujourd'hui, par l'entremise de sa chancelière Angela Merkel, semble décidée à adopter une posture de médiatrice, d'arbitre entre la Grèce et la Turquie. Une posture de neutralité en soi complètement intenable, puisqu'elle reviendrait à avouer qu'entre les différents pays de l'Union européenne, il n'existe en réalité aucune solidarité et aucune communauté d'intérêts supérieure aux intérêts particuliers de chaque État membre. Pour autant, l'Allemagne a ses raisons de ne pas froisser la Turquie. Déjà parce qu'au-delà de leur histoire commune, les deux pays entretiennent aujourd'hui d'importants partenariats industriels et commerciaux, mais aussi parce que la Turquie possède des moyens de pression, pour ne pas dire de chantage, sur Angela Merkel. Pour commencer, une diaspora de plus de 3 millions de personnes sur le sol allemand, dotée d'un poids électoral non négligeable, est capable de faire basculer les rapports de force politiques en Allemagne si Erdogan le souhaitait. Et surtout, l'Union européenne ayant délégué une partie du contrôle de ses frontières à la Turquie, cette dernière pourrait, en dernière instance, permettre l'entrée sur le territoire allemand de dizaines de milliers de réfugiés syriens, irakiens et afghans, ce qui ne manquerait pas de provoquer une crise politique en Allemagne. Une instrumentalisation des réfugiés comme arme de guerre, dont la Grèce a déjà été victime, et qui, avec l'ingérence turque en Libye, menace également l'Italie, elle aussi prompte ces derniers mois à temporiser face aux agressions d'Erdogan. Dans ce contexte, il semble donc relativement illusoire d'attendre de l'Union européenne une quelconque protection contre les velléités expansionnistes, pour ne pas dire impérialistes, d'Ankara. Est-ce à dire que face à ces velléités, il n'y a rien à faire? Non. En réalité, il ne faudrait pas non plus tomber dans la psychose et surestimer les capacités de nuisance du régime d'Erdogan. Car même s'il aimerait bien que ce soit le cas, la Turquie d'aujourd'hui est loin d'avoir la puissance de l'Empire ottoman du XVIe siècle. En fait, le pays est même en proie, au moment où nous parlons, à une grave crise économique, sociale et monétaire. Le 8 novembre dernier, cette crise est même devenue profondément politique, avec la démission du gouvernement de Berat Albayrak, le ministre des Finances turc, par ailleurs gendre d'Erdogan. Une situation qui ne devrait pas s'améliorer dans les mois à venir, quand les conséquences de la crise du Covid se feront sentir, alors même que les dernières élections municipales, l'an passé, avaient déjà constitué un revers pour le parti d'Erdogan, qui avait alors perdu la mairie d'Istanbul, et ce malgré l'importante répression qui avait frappé les partis d'opposition après la tentative de coup d'État de 2016. Le limogeage du gouverneur de la Banque centrale, c'est la 4e fois en 5 ans que ça arrive, et la démission du ministre des Finances, Berat Albayrak, un très proche de Recep Tayyip Erdogan. Le livre turc a perdu de sa valeur près de 30% vis-à-vis du dollar,
ne serait-ce que depuis le début de cette année. J'ai dit ne serait-ce que parce que le livre turc est en chute depuis environ 2018. Mais paradoxalement, c'est cette faiblesse qui pourrait rendre Erdogan dangereux, en le poussant à aller toujours plus loin dans son exaltation islamo-nationaliste pour mieux masquer ses échecs à améliorer les conditions de vie de son propre peuple. Sans garantie d'ailleurs que cela suffise à lui faire gagner les présidentielles de 2023, mais quitte, dans cette optique, à prendre des décisions contraires aux intérêts de son pays, à l'image du boycott des produits français qui, en réalité, cible des entreprises produisant parfois sur son territoire et qui pourraient donc coûter plus cher aux Turcs qu'aux Français en matière d'emploi. Mais aussi, pourquoi pas, à entreprendre des actions bien plus audacieuses, galvanisées par ses succès militaires en Libye et au Haut-Karabagh, et qui pourraient, pour répondre à la question que l'on se posait en introduction de cette vidéo, entraîner un conflit militaire d'ampleur, y compris avec l'Europe, et dans lequel la France n'aurait d'autre choix que d'intervenir. Alors bien sûr, il ne serait absolument pas souhaitable d'en arriver à cette extrémité. En revanche, au regard de l'évolution de la situation ces dernières années et ces derniers mois, c'est une possibilité qu'il faut envisager. Envisager pour pouvoir y répondre si elle se présente, mais surtout envisager pour voir ce qu'il convient de faire aujourd'hui si l'on veut l'éviter. Et de manière générale, ce que nous apprend l'histoire des échecs répétés de la Société des Nations dans les années 1920 aux accords de Munich de 1938, c'est qu'un État en pleine dérive impérialiste a rarement tendance à revenir de lui-même à une diplomatie apaisée, tout simplement parce qu'on lui demande gentiment de calmer le jeu. Souvent, c'est au contraire en posant des limites strictes et en les défendant fermement que l'on s'assure qu'elles soient respectées, et qu'on l'est également en tant que nation par la même occasion. En termes de politique intérieure, on a vu que la fin des imams détachés et la dissolution des loups-gris, si elles sont suivies des faits, pourraient contribuer à réduire l'influence politique d'Ankara sur notre territoire. Mais peut-être les pouvoirs publics devraient-ils s'intéresser de près également à Millî Görüs, une organisation étroitement liée au régime et à sa vision de l'islam, qui gère en France plus de 70 mosquées ainsi que des écoles coraniques, et qui constitue ainsi un rouage majeur dans la politique d'influence d'Erdogan sur notre sol. Ou, de manière plus anecdotique, se pencher sur l'agence d'État Anadolu, très critique envers la France, et qui, sur ses réseaux sociaux, semble étrangement échapper à la mention pourtant obligatoire « médias affiliés à un État », imposée par exemple aux médias liés à la Russie. Considérant les questions diplomatiques et géopolitiques, maintenant, les possibilités semblent multiples, mais on peut déjà considérer plusieurs choses. Déjà, que si les dignitaires turcs ont proféré des menaces contre la France et insulté ses dirigeants, il peut sembler totalement légitime d'engager des mesures de rétorsion, notamment économiques, et ce sans attendre l'aval des autres dirigeants européens. Après tout, il y va de la perception de notre pays à l'international, mais aussi et surtout, on le rappelle dans un contexte de regain du terrorisme islamiste, de la sécurité de nos concitoyens. Alors que la Turquie est en proie à la crise, de telles sanctions pourraient inciter Erdogan à davantage de respect et à s'occuper un peu plus de la situation de son peuple que de la nôtre. Ensuite, si l'on considère que la Turquie, en intervenant militairement dans des conflits pour servir ses intérêts nationaux, met en cause la stabilité de certains pays, on pourrait fort bien imaginer une intervention de la France visant à défendre les intérêts de nos alliés dans ces régions du monde. Dans le Haut-Karabagh ou en Libye, on sait qu'Erdogan est intervenu au moyen d'armes et de djihadistes syriens dans le but d'affermir ses positions. Dans ce genre de cas, alors que par exemple le contrôle de la Libye offre à Erdogan un moyen de pression sur l'Europe entière, pourquoi ne pas envisager un soutien au moins matériel, pour ne pas évoquer un potentiel envoi de troupes, aux forces qui, à défaut d'avoir les mêmes intérêts que nous, ne sont du moins pas dans une attitude hostile envers notre pays. Après tout, quelques défaites extérieures pourraient bien avoir raison des velléités de conquête d'Erdogan, là où ses deux victoires récentes lui ont fait pousser des ailes. Et enfin, s'il y a bien une question sur laquelle il semble hallucinant de tergiverser ou même de temporiser, c'est bien sur le soutien sans faille aux États membres de l'Union européenne, menacés d'invasion par Erdogan. On peut penser ce qu'on veut de l'Union européenne, mais de fait, la Grèce et la Chypre sont nos alliés, et en cas d'invasion de leur territoire, nous leur devons soutien et assistance. Surtout, nos forces militaires doivent pouvoir, sur leur demande, intervenir de manière dissuasive, de sorte qu'on n'en arrive jamais à une guerre entre l'Europe et la Turquie. On l'a vu cet été, les prétentions d'Erdogan sur les sous-sols méditerranéens sont sérieuses, et elles ne se calmeront pas en étant gentils avec lui. Elles se calmeront à partir du moment où il saura, sans le moindre doute, que s'il touche au moindre centimètre carré de terre grecque ou chypriote,
Tous les alliés de Chypre et de la Grèce, au premier rang desquels la France, seront prêts à entrer en action et à faire pleuvoir un déluge de feu sur ces bateaux. À ce sujet, on conclura sur la question posée dans cette vidéo en rappelant un principe élémentaire de stratégie. Le meilleur moyen d'éviter la guerre, c'est de s'y préparer et de se tenir suffisamment en position de force pour que personne n'ait envie de s'en prendre à nous ou à nos alliés. Et ce principe s'applique également aujourd'hui dans le cas de la Turquie. Certes, une guerre avec la Turquie n'est pas à l'ordre du jour, mais cette possibilité ne doit pas être exclue. On vient de voir pourquoi ensemble. Dès lors, il faut regarder cette hypothèse en face et s'y préparer pour permettre, in fine, de l'éviter, plutôt que de la nier et de se retrouver devant le fait accompli. On se souviendra qu'en 1938, la France et le Royaume-Uni se réjouissaient, suite aux accords de Munich, d'avoir évité la guerre avec Hitler en cédant à ses exigences sur le démembrement de la Tchécoslovaquie. Pourtant, moins d'un an plus tard, la guerre éclatait. Un dénouement prévu par le futur Premier ministre anglais de l'époque, Winston Churchill, qui avait déclaré qu'à Munich, Anglais et Français avaient eu à choisir entre la guerre et le déshonneur, et qu'en choisissant le déshonneur, ils auraient par conséquent la guerre. Bien sûr, Erdogan est très loin d'être Hitler, ne serait-ce que sur un aspect purement matériel. Mais à l'heure où, face à lui, nombre de dirigeants européens semblent eux aussi tentés par le déshonneur, ces mots célèbres doivent résonner comme un avertissement, au cas où l'actuel président turc serait capable d'amener son pays à une telle extrémité, à la seule fin de satisfaire ses rêves personnels de grandeur. Voilà, fact-checking, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. On espère que cette grosse vidéo vous aura intéressé, appris des choses et permis de mieux comprendre les tensions actuelles entre la France et la Turquie. Si c'est le cas, on vous invite à la partager autour de vous et à la recommander à votre entourage. Quoi qu'il en soit, cette vidéo a demandé un important travail de recherche et ce travail n'aurait pas été possible sans le soutien de tous ceux qui le financent via notre page Tipeee, dont le lien se trouve en description de la vidéo. Un grand merci donc à vous les tipeurs qui nous permettez de faire cette émission. Vous le savez, notre chaîne est entièrement financée par vos dons, et ce sont vos dons qui nous garantissent une totale indépendance en matière de choix et de traitement de nos sujets. Donc encore une fois, merci à vous tous pour votre soutien et votre fidélité, et merci à tous ceux qui ont rejoint l'aventure ce mois-ci. Si vous aussi vous voulez participer au financement et au développement de notre chaîne, il vous suffit donc de vous rendre sur notre page Tipeee en lien dans la description sous la vidéo et de vous laisser guider. Pour le reste, si ce n'est pas déjà fait, pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater aucune de nos futures vidéos. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et un pouce bleu, ça fait plaisir et ça donne de la visibilité à nos contenus. Jeudi prochain, normalement, vous retrouverez Tatiana pour un nouveau fil d'actu, et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau fact-checking, l'émission où les faits comptent plus que les paroles. Salut et à très vite.